Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Alors qu'il n'était qu'un explorateur, il avait fait le tour de ce pays. Un homme, un journaliste, et nous sommes heureux de le compter parmi les journalistes, dira que le Congo ne vaut rien, le Congo sans chemin de fer ne vaut pas un penny. C'était Henry Morton Stanley, l'explorateur américain qui est venu ici au nom du roi de Belge et qui avait compris que le pays aussi immense, un territoire aussi grand, ne pouvait se développer que s'il avait des moyens de transport importants. Et lui, il voyait déjà à l'époque le chemin de fer. Aujourd'hui, en 2024, cette logique, cet enjeu du transport s'impose encore davantage parce que, avec plus de 100 millions d'âmes éparpillées sur un territoire aussi immense, la connectivité des hommes, la mobilité est au cœur même de l'enjeu du développement. Vous avez compris, nous allons parler des transports en RDC. Le chef de l'État en a fait son cheval de bataille, il en a parlé dans tous les discours, il a essayé, il a donné, il a puisé dans ses ressources pour pouvoir donner à ces secteurs une impulsion. Il faut donc que les experts viennent pour en parler. Et j'ai le plaisir de recevoir un des meilleurs Congolais dans les domaines, M. Lems Kamwanya, que je ne présente plus parce que tellement il a des casquettes, mais aujourd'hui, c'est sous la belle casquette d'expert dans le domaine du transport que je le reçois pour avoir été au ministère des Transports, pour avoir été à l'office à l'OGEFREM, pour avoir été dans les différents corridors, parce qu'il connaît à peu près ces secteurs et en a fait le tour. J'ai donc le plaisir de le recevoir. Et avec lui, nous allons essayer d'aborder cette question des transports dans le pays. Monsieur Lems Kamwanya, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Voilà, merci donc d'accepter cette invitation. Alors, je voudrais vous demander de ne pas user d'un langage de bois, d'aller directement dans les questions fondamentales, parce que les bilans dans les secteurs est quand même un bilan mortel. Beaucoup d'accidents de parcours, beaucoup de naufrages, heureusement pas assez de crash, donc heureusement pour nous. Alors dites-nous un peu, si vous vous demandez de décrire les secteurs du transport aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Oui, merci pour l'invitation et aussi pour cette question importante. Je pense que le secteur des transports de la RDC, il est à la hauteur de la dimension du pays, qui est carrément un semi-continent. Vous vous imaginez, la RDC a un réseau multimodal de transport qui est constitué de 16 000 km de voies navigables, de 35 000 km de routes aériennes, dont 20 000 à l'international et 15 000 en domestique, de 5 035 000 km de voies ferrées, de 152 320 km de voies routières, et actuellement le pays a deux accès à la côte atlantique, au niveau du port de Matadi et du port de Boma, et bientôt là, on aura un troisième accès au niveau du port de Banana, depuis le lancement des travaux de la construction du port à eau profonde, qui a été un projet tant souhaité, qui finalement va voir les jours suite depuis que le chef de l'État a pris ses fonctions. Donc, comme vous voyez, c'est un réseau qui est immense. Dans les 5 modes de transport, on est présent avec des routes, avec des voies qui sont vraiment longues. Et aussi, par rapport à la position de notre pays, vous savez que nous sommes un pays qui est semi-enclavé, ce qui fait que pour atteindre les deux façades de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, nous sommes obligés d'utiliser les infrastructures et réseaux de transport des autres pays pour arriver à accéder aux différents ports internationaux. Comme Mombasa, c'est ce qu'on appelle, Dar es Salaam. ce qu'on appelle communément les corridors. Donc les corridors, on regarde les sorties qui, à partir du pays, pour joindre les différents ports internationaux. Si je commence par la façade de l'Atlantique, vous avez les ports de Kribi au Cameroun. Ça, c'est à partir de toutes ces régions qui sont au nord, notamment la grande province de l'Équateur. Pour eux, la sortie la plus courte, c'est passer par Centrafrique et déboucher sur le Cameroun au port de Kribi. Vous avez le port de Lobito en Angola, qui est un deuxième corridor. Vous avez le port de Nampot, donc au niveau de la Namibie. Et là, vous avez les corridors qu'on appelle les corridors Et vous avez l'autre sortie au port de Durban, en Afrique du Sud. Là, c'est le corridor nord-sud.
On peut aussi sortir par le port de Beira au Mozambique. Là, vous avez le corridor sud. On peut sortir par le port de Nacala, toujours au Mozambique, ou bien par le port de Dar es Salaam en Tanzanie, ça c'est le corridor central, ou le port de Mombasa au Kenya. Là, vous êtes au niveau de ce qu'on appelle le corridor nord. Donc, il y a des voies qui permettent à chaque partie du pays... Donc, autour de 8 corridors. 8 corridors principaux sur lesquels internationaux. Mais nous avons aussi, à l'interne, ce que nous appelons les corridors, la voie nationale, qui, elle, part de Lubumbashi jusqu'à Matadi, en passant par Ilebo et Kinshasa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le corridor interne que nous avons, parce qu'il nous permet d'atteindre la côte en restant à l'intérieur des frontières nationales. Donc voilà un peu la configuration actuelle de notre réseau et de notre système de transport. Si j'ai évoqué ces corridors, parce que vous savez bien, nous sommes un pays semi-enclavé, nous dépendons plus avec une économie qui est extravertie. Donc les importations comme les exportations dépendent plus de l'accès à ces deux façades, de l'océan Indien et de l'océan Atlantique. Donc vous êtes obligé d'avoir des sorties qui vous permettent d'atteindre ces deux façades. Mais alors, évidemment, quand vous parlez des corridors, je vois seulement sur papier, ce sont des routes théoriques. Est-ce que sur le plan du concret, est-ce que ces corridors sont fonctionnels? Est-ce que notre pays, par exemple, est-ce que vous savez est-ce que nous exportons par le Kribi, par le Cameroun? Est-ce que c'est simplement... on le fait? Mais un corridor, c'est un couloir, c'est-à-dire c'est une voie d'approvisionnement lorsque vous importez de l'étranger vers les pays, ou une voie d'exportation, de sortie lorsque vous voulez exporter les... Mais tous ces corridors sont exploités aujourd'hui. Ceux qui sont à l'est, ils passent par le Rwanda, l'Ouganda, ils atteignent le port de Mombasa. Ou ils passent par le Burundi, la Tanzanie, ils atteignent le port de Dar es Salaam. Même ceux qui sont au Katanga, ils sortent aussi par Dar es Salaam. Le carburant qui est aujourd'hui consommé dans la partie du pays vient de Beira ou de Nacala. La plupart des miniers, s'ils ne sortent pas par le port de Namibie, ils sortent par le port de Durban. Donc, vous n'avez pas le choix. Même pour importer, ça doit venir dans ces ports, et de ces ports, il faut acheminer à l'intérieur du pays. Vous devez passer forcément par ces corridors. Mais malheureusement, comme vous le savez, nous avons tué le seul corridor interne, parce qu'aujourd'hui, partir de Lubumbashi à Matadi, ce n'est presque plus exploité. Et nous sommes maintenant totalement dépendants des corridors internationaux. Ce qui fait que ça a un impact sur les prix même des produits que nous importons, parce que ça passe par des pays étrangers, et bien sûr, et nous payons les droits de passage. Et aussi parce que vous avez tous ces postes, ces points de transit à traverser qui accroissent au fait les coûts d'importation de biens et de services. Alors, évidemment, nous rentrons dans notre pays. Vous avez cité les 8 corridors, plus les corridors internes. Maintenant, quel est l'état? Parce que vous avez dit nous sommes présents dans tous les secteurs multimodal. Mais si nous pouvons rapidement faire un peu l'état de l'inventaire de chaque modèle, donc les infrastructures, par exemple, routières. Nous avons combien de kilomètres de routes qui sont asphaltées et combien il en reste et quel est le potentiel nous pouvons avoir? Oui, généralement, lorsque vous voulez analyser les secteurs de transport, on les voit sous 3 angles. Et le premier angle, c'est l'angle des infrastructures de transport. Quelle est la qualité de ce que nous avons comme infrastructure de transport? Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les moyens de transport ou les équipements de transport qui vous permettent au fait d'exploiter les infrastructures. Et le troisième facteur qu'on a toujours oublié, c'est le facteur humain. Avons-nous des capacités, avons-nous des compétences pour pouvoir gérer à la fois ces infrastructures et exploiter les moyens de transport? Je dirais que sur ces 3 aspects, nous sommes vraiment largement en retard. Et nos infrastructures ne sont pas à niveau. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que le secteur des transports, qui devrait être un vecteur pour la croissance, devient aujourd'hui un handicap. La plupart des infrastructures sont délabrées. Si je vous parle de 5035 km de voies ferroviaires, dont 70% est exploité par la SNCC, aujourd'hui, vous voyez avec les déraillements, la qualité de la voie laisse à désirer. Aujourd'hui, la SNCC n'est plus... le fer de lance qui était pour faciliter notamment l'exportation par la voie nationale de tout ce que la Gécamine produit, de tout ce qui est produit aujourd'hui dans l'ex-Grand Katanga.
Si je prends les réseaux routiers, c'est la même chose. Nous voyons dans les réseaux sociaux comment les gens, les voies de communication pour ceux qui font les transports non courriers, aujourd'hui ces voies de communication, ces voies routières, c'est à peine 10 à 15% aujourd'hui qui sont asphaltées sur les vastes réseaux que nous avons, les transports. Donc aujourd'hui, ça devient très compliqué. Si je vais dans les voies navigables, bon, il y a eu beaucoup d'efforts pour faire les dragages, les balisages, mais nous avons un boulevard naturel qui est le fleuve Congo, qui est navigable sur 3 biefs, mais là aussi il y a beaucoup d'efforts. Même sur les biefs maritimes entre Boma et Matadi, les dragages là, ils peinent à être au rendez-vous. Il y a toujours un problème de calaison. On ne sait pas recevoir dans les ports de Matadi comme de Boma des bateaux de haute mer. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de construire les ports à eau profonde de bananes. Si je vais dans les secteurs aériens, là c'est la catastrophe parce que la plupart des aéroports ils ne sont plus aux normes. Ils ne disposent pas de tous ces équipements d'aide à la navigation. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même les compagnies aériennes internationales ne savent pas s'installer ici. On a combien de compagnies aériennes? 2 seulement, une nationale et une qui est privée. Les autres, quand ils viennent, ils repartent parce que le niveau de risque est assez élevé, parce que vous n'avez pas ces aéroports qui doivent avoir les équipements pour servir de l'aide à la navigation. Conséquemment, le risque de crash est assez élevé dans notre pays, les plus élevés du monde d'ailleurs, et les coûts des assurances pour les avions qui doivent survoler ou voler sur les territoires congolais, il est très élevé. Conséquemment, nous voyons que ce secteur peine. Est-ce que ce n'est pas un Congo bashing là? Les gens ont tellement dépeint mal le pays. Je parle du secteur aérien. Oui. Parce que quand je vois quand même, le Congo n'est pas un pays qui a des crashs. Hein. Les avions du Congo ne font pas de crash. Ça fait quand même de longtemps. Non, c'est-à-dire, quand on dit les crashs, on prend le nombre de crashs que vous avez eu dans l'ensemble. Oui, pas autant que d'autres pays quand même. En tout cas, oui, bien sûr. Pas plus que les États-Unis, pas plus que la France. On est en tête. Avec 2 crashs sur les 20 dernières années. Non, pas 2 crashs, il y en a eu beaucoup. il y a quand même une description, parce que quand même les la description qui est là, elle n'est pas trop sévère, mais elle reflète la réalité. Peut-être vous voyez les grandes compagnies, mais vous ne savez pas tous ces petits avions qui s'écroulent à l'est, à gauche, à droite. On n'arrive pas. Alors, donc aujourd'hui, nous avons de manière générale, nous avons les infrastructures de transport qui sont vraiment délabrées. Ça, c'est un premier constat. Oui. Le deuxième constat, c'est que nous n'avons pas assez de moyens ou des équipements de communication. Combien de trains nous avons? Combien de véhicules non courriers nous avons? Combien d'avions nous avons? Combien de bateaux sont là? Quand vous regardez la demande par rapport aux moyens disponibles, il y a une inadéquation criante. Donc, il faut arriver à pallier à ces déficits pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. Question, monsieur Lems. Depuis 2002, 2001, 2002, le pays connaît quand même une croissance économique positive. Donc, ça fait 20 ans quand même de croissance. Comment un secteur aussi clé, aussi important que le transport, ne s'est pas développé? Alors, cette croissance, elle touchait quel type de secteur? Je ne comprends pas les désinvestissements dans le secteur du transport, alors que c'est un secteur rentable. Pourquoi est-ce qu'il y a un désinvestissement? Question pertinente. Aujourd'hui, si nous devons regarder, analyser la croissance du pays, quels sont les secteurs porteurs de la croissance? Nous avons les secteurs miniers en priorité, suivi un peu de l'agriculture, des bâtiments et constructions, et ensuite des secteurs de télécommunications. Ce sont les secteurs qui portent aujourd'hui l'économie congolaise, mais avec les mines en tête. Allez dans les sud du pays. Qui opère? Qui sont les sociétés? Sur les 100% de la flotte qui transporte les produits miniers de notre pays vers l'extérieur, 97% de cette flotte appartient aux étrangers. C'est-à-dire, de nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Et heureusement ou malheureusement, parce que la partie qui sépare la distance entre Kolwezi et Kasumbalesa, c'est à peine, vous êtes dans les 600 km à peine. Et là, vous avez quand même un chemin de fer qui est asphalté. Et avec ça, vous traversez la frontière, vous êtes dans les pays étrangers qui ont un réseau qui est complètement asphalté et qui permet l'évacuation de ces produits. Nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour mettre la SNCC à niveau pour que
la grosse manne qui provient des mines soit évacuée par les chemins de fer. Entre Lubumbashi et Sakanya, par exemple, le chemin de fer, il n'a pas été mis à niveau. Aujourd'hui, tous les miniers préfèrent encore utiliser la voie routière parce qu'ils sont sûrs que leurs produits vont arriver à bon port. Donc aujourd'hui, les principaux secteurs de croissance, cette croissance est facilitée par des investissements qui n'appartiennent pas aux Congolais, mais qui appartiennent aux étrangers. Autrement, ces valeurs-là, toutes ces économies de valeurs, ces chaînes de valeurs qui devraient profiter au pays, profitent aujourd'hui aux étrangers. Bon, quand nous regardons le secteur des bâtiments et travaux publics, qui réalise des grandes constructions ici, c'est encore des étrangers. Donc aujourd'hui, le secteur des transports, par le fait qu'on a privilégié une voie, donc on utilise plus les infrastructures des autres pays, notre pays n'est pas arrivé à mesure. On aurait pu le faire si on s'était dit, écoutez, nous avons, quelle est la valeur actuelle de la production minière? On pouvait prendre une décision pour dire que tous les produits miniers, pour sortir du pays, ils utilisent le corridor national. Ça serait beaucoup d'argent pour la SNCC, ça serait beaucoup d'argent pour l'ONATRA. Ce qui pose un problème de financement du secteur de transport. Oui. Vous venez de dire que nous n'avons pas suffisamment d'équipements, donc des moyens de transport. Les infrastructures sont laissées comme ça à l'abandon. Mais il faudrait quand même financer parce qu'on ne peut pas arriver à l'intégration nationale, en tout cas pas au développement, si les transports ne sont pas développés. Alors le président de la République qui en a fait un cheval de bataille peut se dire mais comment j'ai fait pour financer les secteurs de transport et voilà, par hasard, il passerait par moi et je demanderais à M. Lems, qu'est-ce que vous direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question très importante. D'abord, ici, nous avons abordé le secteur des transports seulement sous l'angle de sa contribution au développement, à la croissance et au développement économique du pays. Mais nous devons savoir aussi que le secteur du transport, c'est un secteur qui a un train direct avec les sociales. Imaginez-vous les casse-têtes qu'il y a en ce qui concerne la mobilité des personnes et des biens. Si les gens doivent se déplacer de leur domicile dans les grands centres comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Kolwezi, si les gens doivent se déplacer à l'intérieur du pays. Maintenant, aujourd'hui, nous avons cette contrainte. Lorsqu'il y a perturbation des réseaux de transport, les citoyens s'inquiètent. Non seulement pour leur confort dans leur vie, mais il y a aussi pour l'État. Mais c'est un secteur qui est hautement capitalistique, qui exige beaucoup de moyens. Si nous essayons d'évaluer l'ensemble des besoins pour le secteur des transports, ces moyens doivent se chiffrer en termes de milliards, de dizaines de milliards de dollars. Or, la RDC n'a pas ces moyens. Vous venez de le dire, les gouvernements ou les chefs de l'État s'inquiètent parce qu'ils veulent voir ce secteur décoller. Mais il peut être limité par les moyens. Notre budget ne le permet pas. À ce moment-là, moi, ce que je recommanderais dans un premier moment, c'est de recourir à ce qu'on appelle les financements innovants. Les financements innovants, c'est quoi? C'est premièrement recourir au partenariat avec les privés, parce que la plupart des grandes sociétés de transport sont restées jusque-là des sociétés du portefeuille de l'État, des entreprises publiques. Donc c'est l'État qui est leur propriétaire. Si l'État n'a pas assez de moyens, donc l'État ne saura pas renouveler ou accroître le capital, l'investissement dans ces secteurs-là. C'est le premier piège. Et là, j'aimerais que, et c'est une décision qui est difficile à prendre, et je pense que le chef de l'État, il est attitré pour prendre de grandes décisions. J'ai travaillé au COPIREP, je sais que la réforme des entreprises publiques n'a pas réussi. A été butée à ces difficultés, parce que quand on dit ouvrons le capital de ces entreprises-là au privé pour réinstaller progressivement l'État dans les rôles régulateurs, les gens ont regardé les élections, ils ont eu peur des syndicats, et on s'est dit non, les gens ils vont être assainis, ils vont être... et tout ça, on aura une grogne sociale. Mais combien de travailleurs il y a dans ces sociétés-là pour sacrifier toute la République en fait. Toute la République. Donc ça, c'est un équilibre qu'il faut faire. Et même ces personnes-là, l'entreprise peut être privatisée partiellement ou totalement, mais on peut développer des chaînes de valeur pour réintégrer autrement ces personnes-là. Ça serait déjà une première chose. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas de l'avant avec l'ouverture du capital, par exemple, de l'ONATRA, de la SNCC, du chemin de fer des Ouélé, de Congo Airways, pour dire que les privés viennent
et l'État leur accorde toutes ces facilités et elles peuvent amener des capitaux nouveaux pour mettre à niveau des infrastructures et essayer même d'acquérir d'autres moyens de transport. Ça, c'est une première proposition. Toujours dans le cas des financements innovants, il y a ce qu'on appelle les BOT. Les financements innovants. Donc, vous parlez des BOT. BOT, c'est quoi Donc, exactement? c'est-à-dire, c'est un acronyme anglais qui signifie Build, Operate et Transfer. En français, signifie construire, exploiter et transférer. En réalité, c'est quoi? L'État s'est dit, j'ai des infrastructures de transport à construire, j'ai des moyens de transport à acquérir, mais je n'ai pas les moyens. J'ai fait recours à des privés, je l'ai dit, venez, construisez, Opérer, exploitez, après un certain moment, vous rétrocédez tout cela, ça devient maintenant propriété de l'État. Ça, c'est parmi les financements innovants. Et un pays comme le nôtre, c'est là que nous devons aller. La plupart des pays modernes, ils passent déjà par là. Si vous voyagez même en Afrique du Sud, vous allez trouver des autoroutes à péage. Vous allez au Maroc. Pourquoi on met les péages? Les péages refinancent l'investissement qui a été investi dans la voie. Ce dont les privés ont besoin, comme la population, c'est avoir des infrastructures qu'ils peuvent utiliser et payer les prix. Et aujourd'hui, si on ouvre cette opportunité de dire, on appelle les privés qui ont des moyens, venez construire des aéroports, venez construire et exploiter les chemins de fer, venez construire des bateaux ou des chantiers navals pour construire des bateaux, vous les exploitez pendant 10, 15, 20 ans, ça va rester une propriété de l'État. J'en parle en connaissance des causes. Je vais vous donner mon dernier acte quand j'étais au Copirep. C'est l'hôtel Caravia, qui est aujourd'hui Pullman, qui est au fait le meilleur hôtel de la ville depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Nous avions pris la décision en son temps avec l'État de dire qu'on confie ça à des Britanniques, c'était le groupe Lonro. Parce qu'en son temps, c'était un hôtel qui était complètement amorti. On a mené de l'eau dans les seaux pour mettre dans les toilettes. Alors c'était inexploité. Ces gens sont arrivés, ils ont mis à peu près 18 millions. Ils ont retapé, renouvelé complètement l'hôtel. Ils l'ont exploité pendant 10 ans. Ils l'ont laissé maintenant. Aujourd'hui, cet hôtel reste propriété de l'État. Et on n'a pas vu le temps passer. Dans le secteur des infrastructures, c'est une des voies qu'il faut privilégier aujourd'hui. Ouvrir des pans entiers en termes d'infrastructures et de moyens de transport, dire au privé, venez investir, exploiter, et après, à un moment donné, vous rétrocédez à l'État. Bien entendu, l'État ne va pas rester même réduit. Pendant qu'ils vont exploiter, ils vont payer des royalties à l'État, ils vont payer les impôts, et ils vont contribuer à la croissance et au développement du pays. Et ça, c'est la seule possibilité. Si je vous dis, aujourd'hui, prenons 3 milliards pour mettre dans la SNCC, oh, nous voulons construire un chemin de fer écartement standard, donner 15 milliards ou 20 milliards. On les trouve dans quel budget? On les trouve avec quels moyens quand on regarde l'énormité des besoins et des problèmes qu'il y a. Et même aujourd'hui, quand une autre des voies, c'est de recourir, vous voyez dans le cadre de ces banques d'import-export qui ont été créées comme Exim Bank of China, Exim Bank of India, ces banques-là, qui travaillent à l'extérieur, préfèrent financer de tels types d'investissements. C'est-à-dire ces privés qui viennent, ils ne viennent pas avec l'argent de leur poche. Ils vont dans ces banques qui vous disent, nous mettons les moyens, ils mettent en place un modèle économique, on sait que dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont récupérer et avec l'obligation de laisser les infrastructures en état, parce que ça prévoit toujours un programme d'amortissement et d'investissement. Aujourd'hui, c'est une des voies privilégiées. Si on ne fait pas ça, par rapport à la modicité de notre budget, par rapport à tous les problèmes qu'il y a, je ne vois pas comment on peut rattraper ces retards dans le cadre du financement des infrastructures de transport. Question, M. Lems Kamoignan. C'est vrai que les financements innovants, c'est une des voies presque aujourd'hui obligées pour pouvoir accéder à des moyens. Mais que devient finalement le combat pour l'indépendance économique? Vous savez que les Congolais et la plupart des Africains se battent pour ne dépendre que d'eux-mêmes et alors ouvrir comme ça les capitales est ressenti comme une forme de cession de la souveraineté. Qu'est-ce que vous direz de la crainte que peut formuler un Congolais qui dirait non, je n'accepte pas ça parce que c'est quand même vendre le pays? Non, on ne vend pas les pays, au contraire.
Moi, je vous donne l'exemple. Dans cette ville, vous connaissez qu'il y a des gens qui ont des parcelles sur des voies principales, qui les ont cédées aux étrangers, qui ont construit des buildings. On leur laisse un niveau et on vous dit, on va l'exploiter après, à un moment donné, ça reste votre propriété. On ne cède pas la propriété aux étrangers. C'est comme si on leur donne ça en location. Et après, ça reste notre propriété parce qu'il y aura un cahier de charges pour les suivre et respecter tout ce qu'il y a. Et il y aura des royalties qui sont payées à l'État. Mais on sait qu'à terme, on arrive à faire quoi? À faire de ces infrastructures nos propres infrastructures. Je viens de vous parler de l'exemple de Pullman, qui est l'hôtel Caravia aujourd'hui. Combien de Congolais connaissent que c'est ce modèle qui avait été utilisé en son temps? Les gens ont vu un hôtel être réhabilité. Il a continué à fonctionner comme par le passé. Et aujourd'hui, il fonctionne très bien. Oui, et aujourd'hui, c'est redevenu la propriété de l'État, le contrôle de l'État. Mais bien sûr. Sans qu'on se soit rendu compte. On met juste un gestionnaire qui est Pullman vient gérer, mais l'hôtel reste une propriété de l'État. Donc on n'a pas troqué, on n'a pas vendu la souveraineté. Alors, pour pouvoir garder et passer à un autre point, nous allons essayer de faire un point sur le financement du secteur des transports. Pour vous, et vous le dites au gouvernement, non, ne tergiversons pas, parce que si nous traînons, l'état d'infrastructure va encore se détériorer. Nous ne réaliserons pas le développement des infrastructures. Vous proposez que pour certaines entreprises, on puisse ouvrir les capitales. Et puis que pour d'autres, qu'on puisse faire... Qu'on recourt au financement innovant. Et il y a une autre mode de financement que je n'ai pas évoqué, qui s'applique déjà dans ces pays. Quand vous voyagez, vous payez ce qu'on appelle les GoPass, IDEF. C'est une redevance qui finance les infrastructures. Les gens ne connaissent pas que la mise à niveau de l'aéroport de Njili, la réhabilitation des chaussées aéronautiques, la construction de beaucoup d'installations là-bas ont été financées avec l'argent des GoPass. Quand bien même dans la gestion, il y a eu des problèmes. Au niveau des chemins de fer, on avait créé ce qu'on appelle la redevance logistique terrestre. On s'est dit, tous ceux-là qui utilisent, par exemple, vous êtes à Matadi, au lieu d'amener vos produits sur les chemins de fer Matadi Kinshasa, vous utilisez la route Kinshasa-Matadi. Ils payent, je crois, $1 ou $1 par tonne. Et ça génère des millions de dollars. Pourquoi on appelait ça redevance logistique terrestre? C'est l'argent, c'est une redevance créée par l'État pour ceux qui utilisent un autre mode alternatif de transport. Mais ces moyens devraient permettre de financer les chemins de fer. Maintenant, aujourd'hui, ces redevances servent maintenant à couvrir les frais de fonctionnement de ces sociétés. On a même étendu ça au niveau de la SNCC. Et à la SNCC, les chiffres sont incommensurables. Vous connaissez quel est le volume en termes de tonnes des exportations des produits miniers? Et ça génère combien de millions? Maintenant, lorsque vous avez une redevance qui est aussi fixe, qui est aussi certaine, les pays peuvent l'utiliser comme un levier pour lever d'autres financements internationaux. C'est-à-dire, on s'est dit, je cherche un bailleur, je lui dis, écoute, je suis l'État congolais, chaque mois avec ma redevance logistique terrestre, je peux générer 100 millions par mois, par an, ou 200 millions. Mais j'ai besoin de réhabiliter ce chemin de fer. Voici le budget, le business plan. Vous me donnez cet argent et je prends cette redevance là-bas, je l'utilise comme gage, je la donne chez vous et vous récupérez tout cet argent. On aura des financements qui vont réhabiliter tous ces chemins de fer et demain, nous aurons des infrastructures à nouveau qui auront été financées suite à une redevance qui est aujourd'hui collectée de manière interne. En tout cas, que vos idées soient entendues. Ça serait très très bien. Alors, dans le domaine de l'interconnectivité des moyens de transport, et par quel axe prioritaire allons-nous commencer? Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? À cette question, je préfère vraiment jouer la carte de la fibre nationaliste. Et je sais que le chef de l'État, il est aussi un nationaliste. Pourquoi nous devons faire la part belle aux étrangers? Commençons par réhabiliter notre corridor national. Commençons par prendre les décisions pour dire que toute exportation de produits miniers doit passer par la voie nationale. Nous allons relancer la SNCC. Nous allons relancer l'ONATRA. Et toute cette voie-là, ça va être une chaîne des chaînes de valeur qu'on va créer entre Lubumbashi, Lebo, Kinshasa et Matadi.
et il y aura une renaissance et on va redonner de la vie. On va mettre fin à l'exode de tous ces gens qui fuient ces milieux, qui en son temps, les gens vivaient grâce à la SNCC. Aujourd'hui, c'est devenu une pauvreté lamentable. Pour moi, les corridors nationaux, la voie nationale, elle est prioritaire. Et je peux vous surprendre, la voie nationale, elle est longue de 2506 km. Mais quand vous prenez les corridors centrales pour partir de Kolwezi à Dilolo, vous êtes à 2587. Donc, nous utilisons une voie qui est plus longue pour atteindre la côte que si on utilisait notre propre voie nationale. Pour atteindre Durban, vous êtes à 3545 km, 49 km. Plus de 1400 km par rapport à la voie nationale. Mais chaque jour, des camions partent de Kolwezi pour aller vers Kolwezi. Pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, la priorité serait qu'on puisse réhabiliter la voie nationale. Et dans les schémas, ça serait quoi? Ça serait que, bon, vous avez produit à Kolwezi, comme nous l'avons fait, nous l'avons vu quand on était enfant. Oui. Vous mettez tout ça dans les trains. Oui. Et les bateaux. Oui. Et ça arrive à Matadi. Mais quand nous disons le rôle régulateur de l'État, c'est ça. On vous dit, monsieur, c'est ça la régulation. Donc vous suggérez que l'on fasse la préférence nationale. Qu'on réhabilite d'abord prioritairement la voie nationale. Et ensuite, on peut aussi regarder les autres corridors qui sont courts. Mais par exemple, la voie nationale, on dit que les rails n'ont pas l'écartement qu'il faut pour avoir des trains en grande vitesse. Non, ce n'est pas... Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on commence à privilégier ce qu'on appelle les chemins de fer à écartement standard, qui a la capacité d'avoir 1,4 m et de prendre des tonnages importants par rapport à l'écartement KEP qui existe aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui fait. Le problème des voies de transport, c'est de partir d'un point A vers un point B. Mais si nous avons ces chemins de fer qui peuvent nous permettre d'amener de tonnage, pourquoi on va aller chercher quelque chose qui est compliqué? Moi, je dirais, notre pays offre la possibilité d'avoir une partie du réseau qui peut être réhabilité, qui est à l'écartement KEP, l'écartement actuel, et aussi construire maintenant un autre réseau sur des pays. Essayons de visiter un peu théoriquement rapidement le tronçon de la voie nationale. Oui. Nous partirons donc de Lubumbashi, Sakanya, oui. Pour aller jusqu'où? À Ilebo. Oui. Nous partirons. Alors, quel est l'état de C'est-à-dire, vous avez 623 km entre 621 km entre Lubumbashi et Kamina. Sur cette partie-là, 621 km. Okay. Sur cette partie-là, vous avez peut-être la moitié du réseau qui est encore fonctionnel. Donc, il est possible de venir consolider et réhabiliter les réseaux sur l'autre partie restante. Entre Kamina et Kanyama, presque 200 km, là, le réseau, il est quand même en bon état parce qu'il avait été renouvelé. Et il peut encore tenir, et généralement, vous n'avez pas beaucoup d'accidents. Maintenant, c'est entre Kanyama et Kananga où il y a des problèmes, et entre Kananga et Ilebo, où les réseaux aujourd'hui, ils posent vraiment un problème. C'est-à-dire, il faut trouver aujourd'hui des financements pour réhabiliter tous ces réseaux. Même quand nous parlons du développement du Grand Kasaï, même quand il y a tous ces débats qui existent, nous avons vécu dans ces milieux. Il y a ces sociétés comme la SNCC, des sociétés emblématiques qui donnent la vie à la population. Il y a des villages et des localités qui n'existent parce qu'il y a la SNCC. Il y a les gens qui ne vivent que parce qu'ils voient les trains passer. Oui, mais si les trains ne passent pas, mais ça devient compliqué aujourd'hui. Vous n'allez pas freiner cet exode rural qui est là. Vous n'allez pas freiner à ce que les gens abandonnent ces milieux et abandonnent le développement de l'agriculture. Vous redonnez la vie. Et ensuite, vous avez maintenant entre Ilebo et Kinshasa. Là, nous sommes sur les fleuves. Sur les fleuves, qu'est-ce qui nous manque? C'est réhabiliter les barges de l'Onatra, pour construire de nouvelles barges, pour que tous ces produits miniers qui seront déchargés là-bas, qu'on les ramène jusqu'ici. Et dès qu'ils arrivent ici, nous avons maintenant le tronçon ferroviaire Kinshasa, Matadi, 366 km, qu'on réhabiliterait complètement aussi. Et avec ça, c'est-à-dire, il suffit d'avoir 2 ou 3 types différents de financement. Je vous assure, au cours de la législature,
ces réseaux, ces corridors nationaux sera complètement réhabilité. Alors, on va terminer cette émission parce que l'état de notre parti n'est pas assez long, même s'il est étudié lui-même extrêmement intéressant. Je voudrais savoir, en ce qui concerne comment on peut appeler le financement de la voie nationale. Oui. Est-ce que ce financement de la voie nationale se marie bien avec l'entrée dans les capitales des capitaux étrangers dans la société, ou bien par ce que vous avez appelé les BOT? Qu'est-ce qui irait mieux? Parce que c'est-à-dire, il est possible de faire une mixture de modes de financement. Je vous ai dit aujourd'hui, si nous voulons réhabiliter les chemins de fer Matadi-Kinshasa, on n'a qu'à utiliser la RLT comme un levier, lever le financement. Et l'État peut le faire sans recourir à qui que ce soit. Aujourd'hui, pour réhabiliter une bonne partie de la voie de la SNCT, l'État n'a qu'à recourir avec la même RLT, on peut aussi lever les financements. Et on peut se dire, ces financements que nous levons, nous les affectons intégralement sur la réhabilitation de la voie. Bon. Quand vous réhabilitez la voie, c'est une chose. Maintenant, il faut exploiter, il faut des wagons, il faut tout ça. Il faut avoir des trains. Chercher des privés qui peuvent venir exploiter. Pour exploiter. Voilà, vous cherchez des privés qui peuvent venir exploiter. En tout cas, vous êtes clair dans votre argumentation. Vous avez été suffisamment clair pour que l'on comprenne que le secteur des transports, ce n'est pas un secteur mort, c'est un secteur qui peut vivre et faire vivre. Et qu'aujourd'hui, face à l'impasse de financement, aujourd'hui, mon invité, M. Lescamonia, propose des financements innovants. Il dit que nous devons prendre le risque d'aller plus loin et il ne faut pas avoir peur de prendre ces risques. Et même quand il propose d'élever les financements, il dit clairement que l'on a les garanties nécessaires parce que nous avons mis en place certaines taxes qui peuvent faire le socle de ces avances. Alors nous allons terminer avec vous par un message à adresser aux autorités, parce que les autorités parfois n'aiment pas décider. On se dit, bon, quelle sera la conséquence sociale? Mais dans le secteur des transports, vous apportez la foi et la conviction. Oui, j'ai la foi et la conviction, et je me dis qu'on ne fasse pas de faux choix, mais qu'on prenne des décisions courageuses et des décisions qui engagent, par exemple, toute une législature. Je pense, comme je viens de le démontrer, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est ces capitalistes mercantilistes qui ne voient que son propre profit, mais j'essaye de comparer entre la peur qu'il y a pour dire quelques personnes peuvent perdre leur emploi et sauver la vie de centaines de millions et amener le redécollage de l'économie. Je crois qu'il n'y a pas photo sur ce point-là. Prendre ces décisions-là, ça s'impose aujourd'hui. Tendre la main pour lever des financements innovants, c'est important. Ouvrir les capitaux des entreprises, ça va amener un autre souffle nouveau. Prenons l'exemple du secteur de télécommunications, qui utilise encore notre ancien office de poste et télécommunications. On a même oublié qu'il existe. Alors aujourd'hui, qu'il y avait les téléphones. Parce que les privés aujourd'hui ont investi, il y a une concurrence, il y a des emplois qui sont créés, il y a des services à l'autorité qui sont créés, et le secteur, il est en pleine croissance. Et on peut aussi le faire de même dans le secteur des transports. Merci Lescamonia, économiste, homme expérimenté, d'avoir été à Chemin Critique. Nous venons d'atterrir donc sur des conclusions importantes. J'aime des émissions comme ça, où vous partez d'une problématique, et quand vous arrivez à destination, vous avez en tout cas des solutions. Il ne reste que la décision de ceux qui nous ont suivis ce soir pour que le domaine des transports ne soit pas un parent pauvre de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère vous retrouver à une autre occasion. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, au revoir et transportez-vous vers l'excellence. Merci.